Bar Refaeli, un scandale fiscal qui a défrayé la chronique en Israël il y a 2 semaines. Un tribunal a statué. Pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Nathanaël Cohen. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors, comprendre Israël, c'est un peu compliqué, mais Nathanaël, bienvenue tout d'abord. Merci. On va essayer de comprendre cette fameuse histoire qui nous intrigue tous, la romance DiCaprio et Bar Refaeli, qu'il a emporté aux États-Unis entre 2009 et 2010. Il se trouve que finalement, ça va lui coûter cher, cette petite aventure. Oui, autour des 8 millions de shekels, ils disent. Très cher. 8 millions de shekels ? Pour l'instant. Pour l'instant, c'était pas 16 ? Non, 16, c'était le nombre de revenus. C'était la totalité des revenus à peu près qu'ils ont dissimulés. Mais... D'accord. Alors, il se passe en fait dans cette histoire, en gros, si j'ai tout compris, vous me corrigez si je me trompe, elle est partie aux États-Unis, donc elle a considéré qu'elle n'habitait plus en Israël. Elle vivait avec DiCaprio, comme tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'était de notoriété publique. Donc sa résidence fiscale n'était pas en Israël. À ses yeux. Aux États-Unis. À ses yeux, évidemment. Exactement. Sauf que par quelques petites entourloupes de son fait, elle ne payait ni d'impôts aux États-Unis, ni d'impôts en Israël. Exactement. Ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bar Refaeli en 2009-2010, il faut savoir aussi que pendant cette période, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est un mannequin qui est super demandé, elle a plus de 100 voyages. Une des plus belles femmes du monde, on peut le dire. Bah oui. Ok, je pense aussi. Elle faisait plus de 100 déplacements, 100 voyages par an. Il faut savoir, c'est une personne qui, elle prétendait n'avoir aucune résidence. Parce que, elle disait qu'elle était tout le temps dans les avions et donc elle n'avait pas vraiment de résidence fiscale. Mais étant donné que son couple, son centre de vie, son principal centre se trouvait en Californie avec DiCaprio, il y avait l'album de famille, il y avait l'album de photos qu'ils avaient tous les deux. Donc en Israël, elle prétendait être résidente israélienne. Et aux États-Unis. Américaine. En Israël, elle prétendait être résidente américaine. Et aux États-Unis. Israélienne. Sauf qu'entre les deux, elle ne payait rien du tout nulle part. Nulle part, zéro. C'est bien ça. Parce qu'il faut savoir... Non, mais il faut savoir quelque chose de très important. En Israël, depuis 2003, l'imposition, elle est personnelle, pas territoriale. Ça veut dire qu'une personne qui est résidente israélienne, elle doit au moins déclarer déjà au centre d'administration fiscale israélien tous les revenus qu'elle génère dans le monde. Après, qu'elle doit payer des impôts ou pas payer des impôts, il y a des conventions, il n'y a pas de double imposition. Il y a des barèmes, il y a des ristournes, il y a des choses. Le pays à qui tu dois rendre des comptes, c'est Israël. Donc elle n'a rendu aucun compte à Israël. Elle leur a dit qu'elle n'avait pas d'habitation, pas de centre de vie. Oui, parce qu'en fait, elle jouait un peu avec les lignes, parce qu'elle avait une maison, mais en fait, cette maison, elle l'habitait, mais elle était au nom de sa mère. C'est ça qu'ils n'avaient pas. Elle avait pas. une carte bleue, mais la carte bleue, elle était au nom de sa mère aussi. Et elle recevait énormément de anachot célèbres, ils appellent ça en Israël. Anachot célèbres, c'est des réductions pour les célébrités. C'est-à-dire quand elle s'achète une voiture, elle ne paye pas le prix que vous allez payer pour acheter cette voiture. Parce qu'elle fait la pub pour la voiture, donc elle paye... Mais c'est considéré des revenus. C'est-à-dire que le fait d'être les régies d'une marque et d'avoir des facilité par cette marque, c'est quand même considéré comme... Si elle a payé un appartement à 1 million au lieu de 2 millions, l'impôt qu'elle doit payer, il est sur 2 millions. Parce qu'on considère que la ristourne c'est comme une revenu. La ristourne est un salaire. Les cadeaux, c'est que de père à fille, de père à fils. Il n'y a pas de cadeau comme ça d'un promoteur à Bar Refaeli. Alors, qui a entamé cette procédure ? Alors, il faut savoir déjà avant tout que Bar Refaeli elle-même, en 2007... elle a un peu pressenti cette histoire d'imposition, de résidence, etc. Elle est partie aux impôts pour avoir un accord israélien, pour avoir un accord avec les impôts, comme quoi elle est considérée comme non-résidente israélienne. Et donc les impôts ont validé. Les impôts ont validé en fonction des faits qui ont été énoncés dans cet accord. D'accord. Et donc elle n'a pas tout dit apparemment. Donc, elle n'a pas tout dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Bar Refaeli, en 2009-2010, elle habitait aux États-Unis. Israël prétend que toutes ces achnasot, tous ces revenus, étaient censés être imposés en Israël. Et le problème, c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où on était censé être imposé, on n'a pas payé à temps. Les impôts, ils rajoutent les intérêts, les inflations, Alors, je ne vous suis pas, parce que Nathanaël, si elle avait fait un accord avec les impôts en 2007, c'était un accord qui était valable jusqu'à quand ? Normalement, c'est un accord qui est valable. Vous savez, c'est pas un accord qui est valable juste pour ce moment-là. C'est pour cette situation. C'est par tacite reconduction chaque année. Exactement. C'est une situation dans laquelle elle se trouve. Mais elle, dans cette situation-là, je vais vous donner un exemple. Elle avait des sociétés à Singapour qui s'appelaient Sweet Life. Ces sociétés-là,
elle gagnait de l'argent. Elle gagnait beaucoup d'argent. Ces sociétés étaient gérées par des experts comptables et des hommes israéliens. Il faut savoir que les impôts, on dit à la fin, même si tu vivais avec DiCaprio, ta relation avec Israël, elle était au-dessus de cette petite relation que tu avais. C'est-à-dire que si tu mettais ton argent en Israël et que tu gérais tes affaires par l'Israël et qu'à la fin, tes comptes en banque et ton argent, tes appartements... Il faut savoir qu'elle n'avait pas d'appartement aussi en Californie. Elle louait un appartement, mais elle n'a pas acheté. Donc, les impôts, c'est très simple. Ils voient, tu as une maison ici, tu as une maison là-bas, tu as de la famille ici, tu as de la famille là-bas, et après, il faut les convaincre. D'accord, donc apparemment, ils n'ont pas été convaincus et surtout, ils n'ont pas été très contents que cette société à Singapour et pas que ça. Dissimulée. Et d'avoir la carte bleue de la maman et l'appartement au nom du frère, ça prouve qu'elle sentait qu'elle avait quelque chose à cacher. Vous voyez, c'était pas vraiment preuve de bonne foi. Alors, mais on sait bien que normalement, pour payer des impôts, on regarde, en tout cas en Israël, la résidence fiscale. Exactement. Le nombre de jours passés sur le territoire. Pas seulement. Ça s'appelle. Il y a le mifran kamuti et mauti. Kamuti en hébreu, c'est-à-dire la quantité, le nombre de jours. C'est le critère objectif. Combien de temps tu as passé. En principe, on dit qu'une personne qui a passé plus de 183 jours ou 425 en 3 ans est considérée comme résident fiscal israélien. Et il doit payer ses impôts en Israël. Mais maintenant, il faut savoir que le deuxième critère, et c'est lui qui est très important, surtout dans cette période dans laquelle on se trouve, c'est le mifran mauti, c'est le subjectif, c'est le centre d'intérêt vital, c'est-à-dire le centre de vie, Merkaz Chaim. Mais dans le Merkaz Chaim, c'est flou. Personne ne peut savoir quel est vraiment le Merkaz Chaim d'une personne. Je vous donne un exemple qui est très important. Il y avait un joueur de poker, ça fait 7 ans, qui joue au poker à l'étranger, en dehors d'Israël, mais c'est un Israélien à la base. Il passait 1 mois par an seulement en Israël. C'est rien, 1 mois. Israël l'a considéré comme résident fiscal israélien, étant donné que tout l'argent qu'il gagnait, il l'envoyait en Israël, et ça prouve qu'à la fin, son intention était de résider en Israël. C'est ça. Donc, son centre de vie, c'est le mifran important, c'est le critère important aujourd'hui à faire très attention. Donc, on va dire qu'avec cette décision de justice, le brouillard qui existe normalement autour du centre de vie disparaît. Ça paraît clair que ce centre de vie est très important et même parfois plus important que le nombre de jours passés en Israël. Exactement. Et de fausser un centre de vie, vous savez que Bar Refaeli... elle a faussé son centre de vie. Mais Bar Refaeli, là on parle du tribunal civil. Ils veulent la poursuivre aussi en pénal. Pénal pour vraiment une dissimulation et fausser une situation pour avoir... Tout n'est pas terminé pour elle parce qu'elle peut encore faire appel. Au tribunal, au Bet Mishpat HaElyon, c'est le tribunal suprême, la Cour suprême. Là, elle va faire appel d'ailleurs pour dire, d'ailleurs, ils essayent de trouver le maximum justificatif. Même DiCaprio, ils ont voulu lui dire. Viens témoigner que son centre de vie est aux États-Unis. Mais et le fait qu'il n'ait pas voulu témoigner, les juges disent apparemment, voilà. Apparemment, il s'en fout et donc son centre de vie était plutôt en Israël. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est la somme énorme qu'elle va payer. Énorme. Alors, il faut plus de 2 fois que ce qu'elle aurait dû payer vraiment au moment voulu. Donc, elle aurait dû payer 4 millions. Par exemple, 4, oui. Mais comme il y a des intérêts et ça a traîné depuis... Vous savez, cette histoire, elle a commencé en 2016 aussi. Si à ce moment-là, elle avait payé et après, elle fait appel, cet argent est bloqué. Et si elle avait gagné, cet argent aurait été remboursé, plus intérêt et inflation. Oui, c'est ça, parce que quand on paye en retard, on ajoute à la somme qu'on doit 4% plus le montant de l'inflation. Plus le madad, exact. Voilà. Mais si on paye par précaution, on va dire, par anticipation, sans savoir quelle va être notre situation, si on a gain de cause devant la justice, les impôts nous remboursent pareil. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop. Plus l'inflation. Exactement, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop qu'on paye plus. C'est pour ça que pas tout le monde peut payer beaucoup d'avance aux impôts, parce qu'ils savent que c'est un super placement. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire pour nos amis francophones qui nous écoutent? En quoi ça les concerne? Regardez, je suis énormément sollicité en ce moment concernant l'échange d'informations, les résidences fiscales, etc. Ils nous lâchent pas, là. Tous les Français... Non, mais c'est vrai. Il faut savoir qu'aussi, un couple qui a passé l'âge de la retraite ne veut pas se sentir emprisonné en Israël. Ils viennent tous me dire, mais je suis obligé de passer 6 mois, je suis obligé de passer 6 mois en Israël. C'est devenu un supplice, ces 6 mois, de passer 6 mois obligatoirement. Mais des fois, un couple de retraités, on peut prouver très facilement que la raison pour laquelle ils se sont déplacés en dehors d'Israël, pour les petits-enfants, pour les soins médicaux, exactement, ça c'est un super atout pour les impôts, les enfants, les vacances. On a la retraite, on a le droit de profiter un petit peu. Donc ça veut dire qu'il faut savoir qu'on n'est pas obligé de se baser sur ces 6 mois. Mais d'un autre côté, si on loue un appartement en Israël, mais on en a 3 en France. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bizarre. Par exemple, on n'a pas d'appartement en France, mais qu'on en a 2 en Israël, alors là, ça peut renforcer l'idée du centre de vie. Oui, moi je recommande aussi à toutes les personnes qui sont un peu borderline, comme on dit, c'est-à-dire la première année, ils sont entre les deux, et on ne veut pas que les banques les soupçonnent d'être en fait résidents français et rentrer dans la catégorie d'échange d'informations, d'essayer de faire quelque chose en Israël pour se connecter fiscalement, pas seulement se déconnecter fiscalement de la France. Ah, comment on fait pour se connecter fiscalement? Alors
Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas tout le temps été en règle en étant touristes. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un touriste en Israël doit payer sur l'activité qui se passe en Israël, sur l'immobilier, sur les revenus locatifs qui se passent en Israël. Donc des fois, par sorte de régularisation sur des erreurs passées, c'est le moment, c'est l'opportunité pour prouver une résidence fiscale israélienne. Bon, enfin, il faut quand même préciser que Mara Faeli, elle a été, inculpée parce que elle a généré des revenus à l'étranger. C'est sur ces revenus à l'étranger qu'elle devait aussi payer des impôts en Israël. Oui, mais les Français qui habitent en Israël, ils n'ont pas généré d'argent en Israël. Non. Eux, ils ont à l'étranger. Mais d'un autre côté, ils ont une loi que Mara Faeli n'a pas. Ils ont les 10 ans d'exonération. Exact. Mais pour bénéficier de ces 10 ans, il faut prouver une réelle résidence. Donc, quand on est un peu limite, je vais vous dire un exemple. Si une personne passe 10 mois en Israël, il n'y a pas de problème. 10 mois par an en Israël et qu'elle habite vraiment ici, oubliez toute cette histoire. Mais dans la plupart des cas, qu'on est un peu comme ça, on va voir encore les enfants, on va à la retraite, on va en vacances, etc. Ça serait bien de décider à partir du moment auquel on est soumis à l'administration fiscale israélienne, et on a un avantage à être soumis, parce qu'on a les 10 ans d'exonération pour les résidents. Bon, alors il faut rappeler à nos chers retraités qui ne payent pour l'instant, parce qu'ils se sont habitués pendant 10 ans à ne payer ni d'impôts en France, ni d'impôts en Israël, il faut se réveiller, il faut décider dans quel pays ils vont payer des impôts. Ou demander déjà un certificat de résidence fiscale à l'administration israélienne. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour prouver quelque chose. Ouais. Après les 10 ans, il faut savoir que là, les 10 ans sont finis déjà il y a 1 an pour la première. Il faut tout de suite venir déclarer et payer pour surtout ne pas être assujetti à l'impôt français. Il faut se considérer comme résident fiscal israélien. En tant qu'Israélien, on ne paiera jamais plus d'impôts qu'on aurait dû payer en France. Donc déjà, c'est plus intéressant, il n'y a pas les prélèvements sociaux. Donc donc voilà, pour toutes les personnes qui sont un peu comme ça, il faut venir. Alors, on fait quoi venir? On va voir un expert comptable? Un avocat, un expert comptable, venez me voir. Voilà, on peut aller vous voir, mais on peut aller directement aux impôts. Pour ceux qui parlent hébreu, c'est possible. Bien sûr. Ceux qui parlent français. Mais pour les personnes qui viennent d'arriver, les impôts ne savent pas encore où ils sont vraiment. Donc pour ce genre de cas, on peut avoir des accords avec les impôts qui sont spécifiques, parce qu'on n'est pas encore conforme à la loi exactement, parce qu'on n'a pas assez de jours, on n'a pas assez de... D'accord. Donc il faut un petit... Dernier appel, le plus important, c'est de rassembler le maximum de justificatifs qui peuvent nous relier à Israël, parce que le mot zika en hébreu, c'est la relation avec Israël. C'est ce qui n'a pas arrêté d'être dit dans les 61 pages du Psak Din. Oui, du Psak Din. Donc ils n'ont parlé que de zika. Voilà. Donc si on a un appartement, on vient ici, on aime Israël, à la fin on envoie de l'argent en Israël, on a prouvé qu'on a mis de l'argent en Israël tout le temps, il faut rassembler tous ces éléments pour qu'au moment voulu, si jamais on a besoin de prouver quelque chose, de faire une égale opinion, de faire une connexion fiscale, qu'on est tout prêt. Bon, alors vous pensez qu'elle va être retoquée à mon avis, il faut savoir aussi que Bar Refaeli, toute cette histoire, c'est beaucoup aussi parce que c'est Bar Refaeli. C'est un peu un exemple parce que ce centre de vie, c'est devenu vraiment personne ne sait où il en est. Personne ne sait où on en est, mais surtout, ne faussez pas l'administration et ne soyez pas bonne foi. Non, puis il faut surtout payer des impôts quelque part, tout simplement. Ça paraît clair. Quelque part aussi à la fin. Voilà. Et même pour les personnes qui bénéficient de 10 ans, demandez. Il y a en Israël 10 ans d'exonération. Oui, alors on peut demander un papier des impôts qui définit la date à partir de laquelle on est exonéré des 10 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait quelque chose avec Israël. On ne peut pas rester comme ça parce que la France, à tout moment, elle peut se réveiller. Comme Israël s'est réveillé avec les États-Unis, la France, elle peut se réveiller pour tous ces Français qui sont là et dire tu m'aurais dû payer l'ISF, l'IFI, ces histoires-là. Donc c'est bien d'être bien avec Israël parce qu'on a avantage, il y a des superbes avantages pour les Français. Bon, alors manifestez-vous, n'ayez pas peur des impôts, allez les voir, mettez-vous en règle et vous allez gagner. Et si vous vous mettez en règle, racontez tout. Il faut tout. Oui, voilà, parce qu'elle a voulu se mettre en règle, mais elle a omis certains détails assez importants. Et c'est ça qui les a vraiment énervés. C'est ça qu'ils se sont énervés contre elle et ça va lui coûter cher. 8 bon, on l'appellera la prochaine fois, on en parlera. En tout cas, merci pour ce sujet brûlant. Voilà, ouais, il est vraiment à la une, il parle que de ça. Ça peut être aussi très in. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.